on est en direct. Bonjour, bienvenue à notre nouveau live Facebook à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre. Aujourd'hui, on est en direct du Neuroceb, l'association Neuroceb, qui est spécialisée dans le don de cerveau pour la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en direct de l'hôpital Salpêtrière à Paris, en présence du docteur Marie-Claire Artaud, qui est la coordinatrice de l'association Neuroceb, et le docteur Sabrina Leclerc, qui est gestionnaire scientifique et technique du Neuroceb. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, pourquoi aujourd'hui parler du don de cerveau pour la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer et les maladies associées ? En fait, la Fondation Vaincre Alzheimer a lancé une enquête nationale d'opinion auprès du grand public sur le don de cerveau pour la recherche médicale. Et on a donc interrogé plus de 4800 personnes âgées de plus de 18 ans pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du don de cerveau pour la recherche. Et on s'est rendu compte que seulement 19% des personnes interrogées savaient que le don de cerveau pour la recherche médicale existait. C'est vraiment peu. Et 63% pensent qu'être donneur d'organes implique aussi le don de cerveau. Et on va le voir, et ça n'est pas le cas actuellement. Seulement 39% des personnes interrogées pensent que le don de cerveau pour la recherche est indispensable pour comprendre les causes de la maladie d'Alzheimer et des maladies associées. Je dis seulement 39% parce qu'on va le voir, c'est vraiment primordial pour faire avancer la recherche. Et près de 60% du public pense que tout le monde peut donner son cerveau pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On va le voir, c'est beaucoup plus spécifique que ça. Donc, vous le voyez, ces résultats montrent que le don de cerveau est encore méconnu du grand public. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de vous donner de l'information de qualité aujourd'hui sur le don de cerveau grâce à nos experts aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Dr Marie-Claire Artaud. Marie-Claire, pourquoi déjà donner son cerveau pour la recherche scientifique sur la maladie d'Alzheimer ? Bien, pour la recherche, justement. Voilà, donc actuellement, la recherche sur la maladie d'Alzheimer fait l'objet d'hypothèses. Les chercheurs ont des idées sur les causes, sur comment traiter, mais ces causes et ces traitements ont besoin d'être vérifiés par des expériences. Et actuellement, il n'y a pas de modèle animal ou de modèle de laboratoire, ce qu'on appelle des modèles in vitro, qui permettent de représenter le cerveau humain de façon efficace, en fait, et de bien représenter la maladie. Et donc, la seule solution pour vérifier ces hypothèses ou les invalider, c'est de travailler sur le cerveau humain lui-même. Et pour obtenir du cerveau humain, eh bien, ça passe par le don de cerveau post-mortem pour la recherche. C'est ça qui va permettre donc de valider ou de vérifier ces hypothèses, de progresser dans la connaissance de la maladie et des mécanismes, des lésions qui aboutissent à la maladie, donc Sabrina vous en reparlera tout à l'heure, et aussi de rechercher des traitements, bien entendu, et en particulier une voie de recherche actuellement, c'est la recherche de biomarqueurs spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Pour un diagnostic encore plus précoce. Pour un diagnostic encore plus précoce, puisque la spécificité de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, le diagnostic est présumé uniquement du vivant de la personne et la seule façon de le vérifier, c'est de regarder le cerveau après le décès. Et donc vous voyez, c'est extrêmement important, c'est même primordial et complètement complémentaire à la recherche en laboratoire. Alors Marie-Claire, qu'est-ce que le Neuroceb ? On parle de l'association Neuroceb, pouvez-vous nous présenter cette association ? Bien sûr, donc le Neuroceb c'est une association, donc neuro pour neurologie, CEB pour collection d'échantillons biologiques, donc c'est ce qu'on appelle une biobanque ou un centre de ressources biologiques. Donc c'est un organisme en fait dont le but est de collecter des échantillons pour la recherche, comme on en a parlé. Cet organisme en fait est le fruit d'un partenariat entre des associations de malades et des fondations de malades comme la Fondation Vaincre Alzheimer et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui nous héberge. Les fondations et associations membres donc, sont la Fondation Vaincre Alzheimer, donc, qui est un des 4 membres fondateurs, l'Association France Parkinson, la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques et l'association Connaître les syndromes cérébelleux. Et on a été rejoint ensuite par l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique.
Oui, donc c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, avec plusieurs membres fondateurs experts en une maladie ou plusieurs maladies associées, on arrive quand même à couvrir une grande part de la recherche sur les maladies neurodégénératives. Voilà. Et donc c'est notre organisme, donc notre biobanque, est coordonné par un médecin donc, qui s'appelle le professeur Charles Duikertz. Et au quotidien, donc c'est Sabrina et moi-même donc, qui assurons le travail. Voilà. Alors justement, quels sont exactement vos rôles, Marie-Claire? Alors, donc moi je suis la coordinatrice et c'est moi qui suis donc en relation avec les patients et leurs familles au quotidien, ainsi qu'avec essentiellement les médecins cliniciens, c'est les médecins qui suivent ces patients. Et j'interviens donc jusqu'à l'organisation du prélèvement. Et ensuite, c'est Sabrina qui prend le relais. Au moment du décès, j'interviens dans les protocoles qu'appliquent les médecins pour faire le prélèvement de cerveau. Donc le transfert jusqu'à la biobanque ici, des échantillons, leur conservation, et ensuite les rapports avec les chercheurs qui font des demandes par rapport à des projets de recherche d'échantillons. Donc voilà, que je valide avec le professeur Duikertz, et donc ensuite je leur prépare les échantillons et je leur donne pour leur projet de recherche. Oui, donc c'est toute la mise en disposition des échantillons pour la recherche médicale. C'est très intéressant. Et alors, du coup, pourquoi avoir créé cette biobanque nationale pour la recherche? Alors, une biobanque nationale parce que on parle de certaines pathologies qui sont un peu rares. Donc, malheureusement, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie rare, mais il y a certaines formes très spécifiques, comme des formes génétiques ou des démences associées à Alzheimer, ou d'autres maladies neurodégénératives sur lesquelles on travaille, qui sont des maladies beaucoup plus rares. Et les chercheurs ont besoin d'un certain nombre d'échantillons pour pouvoir mener des recherches qui soient valables d'un point de vue statistique et pas non liées à un seul patient. Et la seule façon de réunir plus d'échantillons, c'est de couvrir un plus large territoire. L'autre raison qui est aussi très pratique, c'est qu'un patient qui a donné son accord à un moment X de sa vie et qui habitait Paris, par exemple, peut très bien, au bout de 5 ans, avoir déménagé à Lyon. Et il faut pouvoir intervenir là où il se trouve au moment où il décède. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, nous intervenons à l'échelle nationale. Pour organiser les prélèvements, on travaille avec un réseau de 15 centres de prélèvement qui sont situés dans les grands centres hospitaliers de France, et donc avec des médecins neuropathologistes, ça s'appelle des neuropathologistes, donc qui font les prélèvements et les analyses sur les échantillons après le décès. Et donc on a créé ce réseau de neuropathologistes qui travaillent avec le NeuroCEB depuis maintenant plus de 10 ans. Oui, donc vraiment on couvre le territoire national, c'est vraiment très intéressant. Et je sais également que cette association en fait a une certification. Tout à fait. Donc nous sommes certifiés selon la norme qui est un nom barbare NFS 96900, donc qui est une norme qualité donc délivrée par la FNOR, qui est en fait une norme spécifique des centres de ressources biologiques. Et qui couvre l'ensemble des activités de collecte jusqu'à la mise à disposition, la conservation, la mise à disposition des échantillons. Donc ça a ceci d'intéressant que donc c'est un label de qualité déjà vis-à-vis des chercheurs, et c'est aussi un label qui va avoir une reconnaissance internationale. Ça c'est intéressant parce que cette norme donc, qui a été développée en France initialement est en train de se développer aussi à l'échelle européenne et internationale, et les collaborations avec des chercheurs d'Europe et du monde entier peut être très intéressant, surtout sur des pathologies très rares comme j'en parlais, mais aussi c'est vraiment en travaillant tous ensemble à l'échelle mondiale qu'on peut vraiment faire progresser la connaissance et pas en travaillant chacun dans son coin. Et si on a les mêmes méthodes validées par cette norme, puisqu'elle permet de standardiser les méthodes d'une certaine façon, eh bien au moins on sait avec qui on travaille et comment ils travaillent, ce qui permet d'améliorer les choses et de les rendre de meilleure qualité. Oui, tout à fait. Alors comment exactement ça fonctionne concrètement Marie-Claire, vous avez peut-être des demandes par téléphone. Quel est le déroulement Voilà, donc moi je reçois en fait soit des courriers ou des emails ou des coups de téléphone de patients en fait, donc qui ont soit eu l'information de la part par exemple de la Fondation Vaincre Alzheimer ou d'autres associations de malades ou par la presse grand public
ou par leur médecin également. Et on a beaucoup de neurologues qui s'impliquent et qui font connaître le don de cerveau. Donc les gens m'appellent, donc posent des questions qui sont en général très concrètes sur comment ça se passe. Et donc je réponds à leurs questions autant que possible. Et ensuite, je leur adresse donc un questionnaire médical donc, qui va nous permettre de vérifier qu'ils n'ont pas de pathologie annexe qui pourrait gêner le don de cerveau. Donc ce questionnaire, donc, ils le remplissent soit eux-mêmes, soit avec l'aide d'un proche. Notre médecin coordinateur, donc le professeur Charles Duykers, vérifie qu'on peut bien accepter la personne comme donneuse. Et si c'est le cas, je lui adresse un formulaire de consentement, donc qu'on appelle une autorisation de prélèvement post-mortem, donc qui est le document officiel par lequel ils signent « je veux donner mon cerveau au moment de mon décès ». Ce document est très important, hein, il a une valeur légale. Donc à partir de là, donc, nous on enregistre la personne dans une base de données qui est sécurisée et ils reçoivent un dossier avec les instructions qui sont à suivre par leurs proches ou par le médecin s'il décède dans un organisme médical, une institution médicale. Donc ils sont à suivre au moment du décès. Et ils ont aussi une carte de donneur voilà, qui ressemble à ça. Voilà. Ah oui, vous voyez, c'est important. Hein, vous voyez, derrière, on a le nom, prénom, la date, la signature donc, et un numéro de téléphone. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc voilà. C'est vraiment... Donc effectivement, sur cette carte, donc, il y a le numéro de téléphone auquel il faut appeler au moment du décès. Donc si une personne décède et n'a pas son dossier de donneur avec elle, au moins les personnes qui la trouvent on le contacte pour nous joindre et organiser le prélèvement selon les souhaits du donneur, voilà, qu'il avait émis de son vivant. Ouais. Donc on assure une astreinte 7 jours sur 7 en journée, week-end, jours fériés compris, pour organiser, donc d'abord faire le point sur les démarches administratives, il y en a toujours, et ce qui prouve en fait aussi que c'est une démarche qui est encadrée légalement, et c'est une bonne chose. Donc organiser le transport de la personne décédée, du lieu de son décès vers le centre de prélèvement le plus proche. Comme je l'ai dit, on en a 15 en France. On intervient même dans les campagnes reculées, vraiment. À partir du moment où on est en France métropolitaine, par contre, je préfère le dire, puisque c'est du transport routier. Ensuite, le prélèvement est réalisé et le corps est restitué à la famille qui se charge d'organiser les funérailles selon ses souhaits. D'accord. Et est-ce qu'il y a un délai de prélèvement du cerveau, comme on peut imaginer un don d'organes? J'imagine qu'il y a quand même une course contre la montre un peu. Oui, tout à fait. Il y a un délai, et ce délai, on a pu faire des études et faire un recensement aussi dans la littérature. Il y a une très grande influence du délai entre le moment du prélèvement et le moment du décès et le moment du prélèvement, pardon. Voilà. Plus au-delà d'un certain moment, donc le cerveau va se dégrader et donc deviendrait inutilisable pour la recherche ou pour certaines formes de recherche, qui serait vraiment dommageable en fait évidemment, et rendrait le don de cerveau inutile. Voilà. Donc on essaie toujours dans le maximum du possible que ce prélèvement ait lieu dans les 48 heures qui suivent le décès. Ce qui permet d'avoir des échantillons de la meilleure qualité possible, on revient à la qualité. Donc sachant qu'on est soumis quand même aussi à une contrainte légale, le transport d'un corps sans cercueil, puisqu'évidemment on est obligé de transporter le corps sans cercueil, puisque à partir du moment où il est mis en bière, le cercueil est scellé, on ne peut plus l'ouvrir sauf décision de la justice. Donc il faut que ce transport ait lieu, pareil, aussi dans les 48 heures qui suivent le décès. Donc de toute façon, on est soumis à cette contrainte-là. D'accord. Et vous disiez que donc après le prélèvement, le corps est remis à la famille. Est-ce que le prélèvement est peu visible? Comment ça se passe? Est-ce que voilà. Donc les médecins qui font les prélèvements s'engagent à restituer le corps de façon à ce qu'il soit présentable à la famille. Donc le cerveau est pris en entier. Par une incision qui se fait à l'arrière de la tête, qui laisse, je vais être très concrète, je suis désolée, qui laisse une cicatrice qui va d'une oreille à l'autre et qui est cachée dans le cuir chevelu. Donc quand la personne est allongée sur le dos, ça ne se voit pas, et en tout cas le visage n'est pas affecté. Voilà. Donc ça c'est important. Voilà, il peut arriver que, je vais encore être très concrète, je suis vraiment désolée, mais c'est aussi des questions qu'on pose régulièrement par téléphone, que chez une personne qui est un peu dégarnie, comme peuvent l'être certains messieurs, qu'on voit un petit peu au niveau de l'oreille,
ou aussi parfois que ça saigne un petit peu quand c'est juste après le prélèvement. Et en général, les médecins mettent un petit pansement ou un petit bandeau et on prévient la famille. Et c'est aussi le travail des pompes funèbres qui interviennent ensuite de rendre le corps présentable à la famille. Ça fait partie de leur travail. Tout à fait. Et la famille, est-ce qu'elle paye quelque chose? Est-ce que tout ça... Non. Les associations, les fondations qui nous soutiennent, et merci à la Fondation Vaincre Alzheimer, s'engagent à ce que ça soit transparent financièrement pour les familles. C'est-à-dire qu'elles prennent en charge le transport du corps, le prélèvement et les analyses qui vont suivre. Reste à la charge de la famille les funérailles, exactement ce qu'elle aurait payé s'il n'y avait pas eu de prélèvement. Bien sûr, voilà. D'accord. Et alors, justement, on en parlait au début de cette émission. Il semble que le grand public confonde un peu les différents dons, hein, le don d'organes, le don du corps à la science. Alors, Marie-Claire, combien il y a de types de dons finalement? Oui, alors je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là parce qu'il y a d'énormes confusions effectivement sur le sujet. On peut distinguer 3 formes de dons principalement, en ce qui concerne les dons post-mortem uniquement. Donc on parle du don d'organes pour les greffes, à visée thérapeutique, du don du corps à la science et donc du don de cerveau pour la recherche. D'accord. Et alors, est-ce que, du coup, le premier don dont vous parlez, le don d'organes pour la greffe, est-ce que donc il implique le don de cerveau? Non. Pour une question légale, en fait, donc les 2 types de dons ne répondent pas aux mêmes critères légaux. Le don d'organes pour les greffes, donc, qui est un don pour soigner une personne, on va remplacer l'organe malade d'une personne qui ne peut plus vivre à cause de cet organe malade, par un organe sain qui est prélevé chez une personne dont le cerveau est mort, mais le cœur bat encore. Donc ça, ce sont des circonstances de décès qui sont très particulières. Et comme elles sont très particulières et rares, la loi a rendu ce don prioritaire. Et toute personne est considérée comme donneuse par défaut. Donc, il faut savoir que toi, moi, Sabrina, on est donneur d'organes. Sauf si on s'est inscrit sur un registre national qui s'appelle le registre national des refus, qui est tenu par l'agence de biomédecine, sur lequel on peut signifier « non, je ne veux pas donner mes organes ». Voilà. Si on n'a pas fait cette démarche, on est considéré comme donneur. Si on décède dans des conditions qui font que notre cerveau est arrêté, est mort, mais que notre cœur bat encore, et donc peut irriguer les organes de l'organisme, on va vérifier auprès de la famille qu'on ne s'était pas opposé, et prélever les organes pour soigner donc une personne malade. Voilà. Donc, pendant cette démarche, donc ce don qui est très très important, bien entendu, pendant cette démarche, le cerveau, lui, qui est en état de mort, bien, il attend, et il se dégrade pendant cette attente. Fondamentalement, légalement, on aurait tout à fait le droit de prélever, si la personne s'était inscrite comme donneuse de cerveau pour la recherche, on pourrait tout à fait prélever le cerveau pour la recherche après avoir prélevé les organes pour soigner, la visée thérapeutique, sauf que, comme je vous disais, le cerveau se dégrade, et au moment du prélèvement, en fait, le cerveau est beaucoup trop abîmé, beaucoup trop dégradé pour qu'on le prélève pour la recherche. Donc, on pourrait le faire, mais on ne le fait pas, parce que ça ne serait pas utile, en fait. Tout à fait. Et est-ce que donc la démarche du don du corps à la science implique, lui, le don de cerveau? Non plus. Donc en fait, le don du corps à la science, donc le don du corps à la faculté, donc c'est quelque chose qui a été très discuté et très mis en avant pendant une période, un petit peu moins maintenant peut-être. Donc c'est un don du corps pour l'enseignement de l'anatomie aux étudiants en médecine. Donc, les centres de don du corps sont attenants à certaines facultés de médecine, un petit peu partout en France. Chaque centre de don du corps a son propre fonctionnement. Et là, il n'y a pas, contrairement au don d'organes pour les greffes, il n'y a pas de démarche générale nationale. Et donc, pour s'inscrire, il faut faire une démarche de son vivant vers un centre de don du corps et s'inscrire sur une liste. Il y a un numéro à contacter au moment du décès. Mais, comme je vous dis, chaque centre de don du corps a son fonctionnement, donc je ne pourrais pas en dire plus. Sauf que le corps, lui, va être transporté vers la faculté de médecine, qui est distincte d'un hôpital, c'est la faculté de médecine, servir à l'enseignement de l'anatomie aux étudiants, et une fois qu'il a rempli ses fonctions, eh bien, il va être incinéré, et les cendres peuvent être, dans certains cas, rendues à la famille. Il n'y a pas de restitution du corps, en tout cas.
Il y a également une participation financière qui peut être demandée parfois à la famille pour aider au financement notamment du transport de corps. Mais à nouveau, ça dépend des centres de dons du corps. D'accord. Donc vous voyez, le don de cerveau, c'est vraiment une démarche particulière, séparée du reste. Et donc, si vous êtes vraiment intéressé, il faut contacter l'association ou la fondation. Et Juste pour repréciser sur le don du corps et pour répondre à ta question initiale, on ne peut pas cumuler les deux dons. Voilà. Donc le don du corps et le don de cerveau, en fait, donc déjà comme je vous l'ai dit, donc il y en a un qui va vers l'hôpital et l'autre qui va vers la faculté de médecine. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce délai de transport de corps qui est limité à 48 heures. Et si on essaye de cumuler les deux, en fait, en général, on dépasse ce délai. Et pour d'autres raisons légales et pratiques, on ne peut pas cumuler les deux dons. Voilà, malheureusement. Alors là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui peut donner et qui ne peut pas donner, malheureusement, son cerveau. Alors, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va demander aux personnes qui nous contactent de remplir un questionnaire médical d'inclusion, et c'est sur cette base qu'on va déterminer si on peut accepter la personne comme donneuse ou pas. Mais je peux déjà dire que les pathologies qui sont actuellement acceptées, donc ce sont les pathologies comme maladie d'Alzheimer et les pathologies apparentées, démence frontotemporale, dégénérescence corticobasale, enfin un certain nombre d'autres maladies, je préfère pas les lister. Il y a le questionnaire médical, on va prendre aussi donc la maladie de Parkinson et maladies apparentées, les ataxies cérébelleuses, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques. Mais on peut également prendre des personnes qui ne sont pas atteintes de ces maladies. On va peut-être en reparler après, parce que c'est un point très important. Les pathologies qui sont exclues, ce sont des pathologies qui vont soit détériorer le cerveau, comme un grave accident vasculaire cérébral, comme des métastases cérébrales à cause d'une tumeur, comme d'autres pathologies qui peuvent vraiment abîmer le cerveau. Et on ne prend pas non plus les pathologies psychiatriques, ce sont d'autres recherches que nous ne couvrons pas. On ne prend pas la maladie de Huntington, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de soutien financier pour cette recherche. Il y a un certain nombre d'autres pathologies que actuellement nous ne prenons pas. Voilà. D'accord. Et alors justement, là on parle du don de cerveau pathologique, qui a une maladie, et il est important de souligner que vous acceptez aussi le cerveau sain, enfin normal. Oui. Alors, on va dire le cerveau de personnes non atteintes de ces maladies, parce que quand une personne décède, elle décède toujours de quelque chose. Voilà. Donc, effectivement, les chercheurs ont besoin de pouvoir comparer le cerveau d'une personne malade au cerveau d'une personne qui n'était pas malade pour pouvoir voir quelles sont les différences et trouver les lésions et comment les traiter. Les chercheurs ont besoin d'autant d'échantillons de cerveau malades que d'échantillons de cerveau de personnes non malades. Et donc, on a besoin ce qu'on appelle des témoins. Entre nous, on appelle ça des témoins. La difficulté qu'on a, on a en général beaucoup de personnes qui viennent s'inscrire comme donneuses parce qu'elles ont été sensibilisées, parce qu'elles ont eu un de leurs proches qui ont été atteints de la maladie d'Alzheimer et donc qui s'inscrivent, et on est très remerciant de cette démarche extrêmement généreuse et sensible. La difficulté qu'on a, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont jeunes, en bonne santé, qui ne vont pas décider tout de suite, et tant mieux pour elles, bien sûr. Mais nous, on a besoin de donneurs maintenant, bien sûr, enfin de cerveau maintenant pour les recherches. Et donc, on recherche en fait le don de personnes non atteintes et âgées de plus de 60 ans. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir des échantillons de personnes qui ont à peu près le même âge que les malades. Voilà, parce que ça va être comparer des cerveaux d'âge équivalent. Voilà. C'est intéressant. Et combien coûte finalement le don de cerveau? Parce que c'est intéressant de savoir. C'est un point crucial, et c'est en ça que donc, le soutien des fondations, de la Fondation Vaincre Alzheimer est extrêmement important. On peut estimer ça à peu près 3 000 € par cerveau. 3 000 €. Cela couvre le transport de corps, qui est un coût extrêmement élevé. Le prélèvement, il y a du personnel, il y a des locaux, il y a du matériel, personnel expérimenté, et les analyses, qui sont également extrêmement coûteuses en matériel, en consommable, en personnel. Donc à peu près 3 000 €.
Cela, sans le soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas y arriver. Très clairement, c'est grâce au soutien de la Fondation, des autres associations de malades, que le réseau a pu se mettre en place et qui peut continuer à vivre à cause de ce coût qui est un point fondamental. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le don de cerveau, le fait de faire la démarche, c'est un acte vraiment généreux. Oui. Mais c'est vrai que derrière, il y a toute une mise en place à disposition le prélèvement, le transport du corps, tout ça, qui a un coût. Et c'est vrai qu'il faut évidemment soutenir aussi toutes ces actions-là des différentes fondations et associations des membres de cette association qui vraiment font un très beau travail pour toutes les pathologies neurodégénératives. Alors, Sabrina, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de découvrir un peu le NeuroSeb, c'est-à-dire on a des personnes vraiment généreuses qui font un don de cerveau. Où sont stockés un peu en fait ces cerveaux finalement? Alors, écoutez, on va aller... on va découvrir ça. On va aller les voir. Alors écoutez, on va aller découvrir ce qu'on appelle la salle de... Comment vous appelez ça? La salle de congélateur. La salle des congélateurs. Voilà, parce que finalement, c'est dans des congélateurs qu'on préserve ces dons. Alors, je vais prendre le micro. Je ne sais pas si c'est assez... C'est bon, on peut y aller. C'est bon, alors on va y aller. Sabrina, Marie-Claire, on vous suit. Allons-y. Donc ici, c'était donc le bureau de Sabrina et Marie-Claire. Et vous voyez, donc il faut descendre dans la salle. Il y a en bas donc un laboratoire qui permet à Sabrina de préparer les échantillons pour les mettre à disposition des chercheurs. Et il y a également donc une salle où il y a un sas où il faut évidemment se protéger. On est en face, on est en train de travailler avec des échantillons humains, donc c'est extrêmement important. Il y a des normes pour ça, comme le disait Marie-Claire avec la certification. On doit donc mettre des blouses et se protéger. Mais c'est gentil, merci Sabrina. Voilà. Vous voyez ici, on est donc dans un sas. Il faut se protéger. Donc on s'habille. C'est à la fois pour la sécurité des personnels et des échantillons, de ne pas faire rentrer dans la salle des congélateurs des microbes, des choses qui pourraient venir de l'extérieur. Et aussi, peut y avoir un risque infectieux dans certains échantillons. On n'est pas exempt de ça, c'est vérifié lors des analyses, bien sûr, mais il faut éviter de les emmener à l'extérieur, contaminés. Voilà. Donc, Voilà, donc c'est ici qu'on conserve tous ces échantillons. Une salle avec des congélateurs, donc moins 80. Alors, il va y avoir évidemment une grande installation de clim, de climatisation, donc ça fait peut-être un peu de bruit. Alors il faut savoir qu'on est sur une plateforme de ressources biologiques, donc on n'est pas le seul CRB, c'est pour ça qu'il y a de nombreux congélateurs moins 80. Donc nous, le NeuroCEB, on a 8 congélateurs moins 80 qui peuvent contenir jusqu'à 80 cerveaux qui ont été donnés par les donneurs via l'association. Donc nous allons regarder, on va découvrir donc peut-être un congélateur. Au moment du décès, donc les personnes sont anonymisées entre guillemets, les échantillons, en fait on parle plus de nom de personnes. On a des numéros, donc à 4 chiffres, qui sont définis au moment du décès de manière non séquentielle. Ils sont conservés dans des boîtes avec ces numéros, afin de pouvoir les identifier ensuite. Je vous laisse venir par là, je vais vous montrer l'intérieur du congélateur. Donc ce sont des congélateurs à moins 80 degrés. Moins 80 degrés, voilà. Donc c'est une température très basse qui permet de conserver au mieux les protéines et les molécules du cerveau. Donc voilà. Donc on voit quand même donc les numéros d'anonymat. Anonymat, voilà. Un quart représente un donneur. Voilà. Je ferme vite oui, bien sûr. Pour conserver la température. Donc dans chaque boîte, il y a à peu près 30 à 40 échantillons qui vont servir pour la recherche. Voilà. Donc il faut savoir qu'on a besoin effectivement du don des donneurs, des dons d'argent pour la fondation pour pouvoir réaliser ces prélèvements,
et également donc, de tous les médecins du réseau. Donc on a une carte ici qui réalise des prélèvements donc, tous les jours de la semaine et qui sont joignables bien sûr week-end et jours fériés. Donc on voit vraiment que ça couvre le territoire entier. L'ensemble de la France, voilà, tout à fait. Pour minimiser au minimum les transports du lieu de décès au lieu de prélèvement. Et alors Sabrina, comment ça se passe tout ce contrôle de congélateur? Parce qu'on imagine que si ça tombe en panne, on perd de précieux échantillons. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir que les congélateurs sur le site de la Pitié ont deux systèmes de surveillance. Le système propre à l'hôpital, qui avertit les services techniques quand la température remonte trop haut. Et donc on a un système également, un logiciel, qui est sur un ordinateur, que je vais vous montrer, qui permet, quand la température remonte aussi trop haut, d'appeler, d'envoyer des mails, des fax et d'appeler les personnes qui sont d'astreinte, donc d'astreinte 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Donc voilà, c'est un logiciel qui se présente comme ça. Donc là, nous avons 8 congélateurs moins 80 pour stocker tous nos échantillons. Et donc ils sont surveillés toute la journée. Donc nous avons des courbes de température. Donc là par exemple, j'ai sorti des échantillons, on a eu un point. Ah oui, on voit la variation. Voilà, tout à fait, c'est très précis. Et donc là, on s'autorise sur des congélateurs moins 80 une remontée jusqu'à moins 65 degrés. D'accord. À partir de moins 65 degrés, on considère que ça devient un peu critique. Donc il faut intervenir parce que le congélateur remonte très vite en température. Jusqu'à présent, on n'a jamais perdu de congélateur ni d'échantillons. C'est important. Et là, donc on voit, évidemment, j'imagine avec la couleur verte que tout va bien. Tout va bien, voilà. Vous voyez, tout est à moins 74, moins 75, moins 80. Tout va bien. C'est vraiment très bien suivi. Voilà, oui, on a une double surveillance. Et en plus de la surveillance des congélateurs, on a donc bien entendu plusieurs clims. Parce que les congélateurs, quand ils sont en marche, fournissent beaucoup d'énergie. Et donc on a ces clims aussi qui sont reliés à un système d'alarme. Dès qu'il y a une panne de clim ou autre, les services techniques sont avertis et on est averti dans la foulée pour venir intervenir, sauver les échantillons. Voilà. Et Sabrina, alors peut-être on peut aussi découvrir où vous préparez les échantillons oui, tout à fait. Bah, écoutez, j'étais en train d'en préparer, donc je vous invite à venir dans le laboratoire. Alors, je ne vais pas préciser, mais en fait, on a à peu près 600 cas qui sont stockés ici, dans la biobanque. À peu près la moitié sont des cas de la maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, ce qui représente à peu près 20 000 échantillons qu'on peut céder aux chercheurs pour la recherche. Et donc, voilà, c'est très important. Oui, c'est très important. On a quand même une très belle collection. Et donc, voilà, nous allons voir. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas assez dit, et moi en premier. On prend le cerveau en entier. Et donc il y a une partie du cerveau au moment du prélèvement, il y a une partie du cerveau en fait donc, qui est destinée à faire des analyses, puisque comme j'avais dit au début, parfois on est sur des pathologies présumées. Donc une partie du cerveau qui est destinée à faire des analyses, et donc c'est l'autre partie qui est destinée à la recherche, qui est congelée, qui est stockée dans les congélateurs. Donc ici on a un demi-cerveau de chaque patient. Voilà. Parce qu'il y a une partie qui sert au diagnostic et une partie qui sert à la recherche. Donc vraiment, ça vraiment permet d'avancer, de faire avancer la recherche sur tous les plans. Et il faut savoir que la partie qui sert pour le diagnostic est aussi disponible pour la recherche. Mais c'est les médecins qui font les prélèvements qui en disposent. Bien sûr. Voilà. Et ça permet aussi donc, de répondre au questionnement de la famille quand il y a un doute de diagnostic. Voilà, tout à fait. On a la réponse. Voilà. Oui, si le donneur avait donné son autorisation quand il a signé l'autorisation de prélèvement post-mortem, à sa demande initiale, on va pouvoir transmettre le compte-rendu des analyses au médecin qui nous avait indiqué, et la famille peut se mettre en relation avec ce médecin pour être informé des résultats. Mais il faut que le donneur en ait fait la demande initialement. Ça, c'est les conditions légales françaises de couverture, le secret médical, où seule une personne a accès à ses propres informations normalement. D'accord, très intéressant. Nous allons aller dans le laboratoire de Sabrina. Voilà. Le laboratoire, voilà, où je prépare les échantillons. Voilà, donc c'est un petit laboratoire, on est pas nombreux à manipuler ici. Donc nous avons des hôtes qui nous permettent de faire des prélèvements sur les échantillons.
Et donc nous avons aussi beaucoup de demandes au niveau des chercheurs sur des coupes. Donc en fait il y a des échantillons qui sont coupés à 1 millionième de millimètre pour identifier donc, la présence de protéines ou non dans ces maladies. Donc je vais vous montrer comment on peut... hop, je vais juste prendre une paire de gants. Hop là. Voilà, oui, parce que ce sont des coupes donc, de cerveau qu'on met sur des lames, hein, c'est ça, pour voilà, regarder au microscope. Hein. Et qu'on peut colorer donc, avec colorants ou anticorps pour identifier les protéines, voir celles qui sont présentes, sous quelle forme. Donc, et alors, ce qui est bien avec ces échantillons, c'est que ça couvre pas seulement, c'est vrai, l'analyse des protéines, mais aussi des lipides, voilà, les sucres, la génétique aussi. Hein. Donc vraiment, voilà, tous les chercheurs peuvent travailler sur ces échantillons. Donc là, nous avons un échantillon donc, de malade d'Alzheimer qui est un hippocampe. Donc je vous reparlerai tout à l'heure de ce prélèvement qui est la région du cerveau un peu centrale d'où part la maladie, qui est très demandée donc, par les chercheurs qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, vous voyez ce petit échantillon est monté sur un bouchon et collé. Et donc je vais vous montrer comment on fait des petites coupes de cette région. Donc voilà, cet appareil est un cryotome. C'est un peu comme une tranche à jambon, mais une trancheuse à jambon, mais qui fait des coupes beaucoup plus petites. Et là, on est toujours dans un milieu à moins 20 degrés, c'est-à-dire congelé, hein, pour pas... Voilà, oui, tout à fait. Oui, donc on fait des coupes très fines. Alors de l'ordre du micron, c'est ça, Sabrina? Tout à fait. Alors ces coupes-là sont de l'ordre de 30 microns. Ah oui. Hop. Voilà, donc ça met quelques fois un peu de temps à se... Et oui, c'est une vraie expertise. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très très fin. Hein. Et donc ensuite, nous avons des lames sur lesquelles nous allons déposer la coupe. Voilà, donc en fait, elle se colle à la lame. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc après, on peut les conserver. Bon, celle-là, elle n'est pas très jolie. Hein. Mais donc, on les conserve à moins 80 et ensuite, les chercheurs peuvent faire donc, leur coloration et leur recherche. Oui, puisque là c'est transparent. Voilà, tout à fait. Hop, on va en faire une un peu plus jolie. Voilà. Ah oui. Donc là c'est la région de l'hippocampe qui est un peu ronde. Ouais. Alors, quand on imagine la taille d'un cerveau, on dit la moitié du cerveau donc, est destinée à la recherche. Et quand on voit des petites coupes de 30 microns, comme vous voyez, vous pouvez imaginer la quantité d'échantillons qu'on peut donner aux chercheurs avec un seul cerveau. Et on peut alimenter des dizaines et des dizaines de projets de recherche avec un seul cerveau. Donc on les utilise bien entendu au maximum. Et on peut envisager une conservation d'une dizaine d'années. Oui, on a fait des tests effectivement et on a pu voir qu'au bout de 10 ans, les échantillons étaient encore en très bon état. Sachant qu'on a un peu un souci de place de stockage aussi, hein, c'est pas extensible malheureusement ici. Et donc on s'est fixé aussi, voilà, après 10 ans, quand on voit que les tissus sont un peu, les conditionnements ne sont pas les mêmes, plus ça va, plus on fait des conditionnements précis. Donc on réduit les échantillons, on garde vraiment pour les recherches génétiques et pour pouvoir faire des coupes sur les régions les plus importantes en fonction des pathologies. Oui, parce qu'il faut savoir que dans les 10 années, Sabrina, vous sortez les échantillons des congélateurs, vous faites des coupes, vous les remettez au congélateur, voilà. Et du coup, forcément, ça abîme un peu hein, l'échantillon. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un renouvellement voilà, du stock. Tout à fait. Mais on conserve toujours des échantillons de tous les cas qu'on a dans tous les cas. Oui. Et Sabrina, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des projets de recherche? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont faits à partir de ce cerveau? Oui, alors moi je suis arrivée ici en 2009. On a pu alimenter près de 140 projets de recherche déjà. Qui ont conduit à une quarantaine de publications scientifiques internationales et dont la moitié des projets, même un peu plus, ont permis d'avancer sur la maladie d'Alzheimer. Voilà.
Donc c'est vraiment... et il faut savoir que c'est quand même très important. On vous le disait en début d'émission que le don de cerveau faisait avancer la recherche. Il fait vraiment avancer la recherche. On a les grandes avancées sur la maladie d'Alzheimer qui ont été faites grâce au don de cerveau post-mortem humain. Comme par exemple les 2 protéines toxiques qui sont mises en cause dans la maladie, elles ont été découvertes grâce au don de cerveau, à partir même de vaisseaux cérébraux de personnes malades. Et grâce à ça, c'était dans les années 80 qu'on a découvert la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau. Donc ça, c'est une, par exemple, des grandes avancées. Et également, la progression des lésions dans le cerveau, elle a été faite et elle a été décrite grâce au don de cerveau humain, où les chercheurs ont regardé vraiment la progression des protéines dans tout le cerveau entier, et ils ont réussi à démontrer qu'il y avait une progression chronologique dans le temps et dans l'espace. Donc c'est vraiment des choses très... D'ailleurs, j'ai une photo, si vous voulez voir, les lésions de la maladie d'Alzheimer sur les échantillons. Typiquement, la coupe que je viens de faire, les chercheurs font ces marquages, on appelle ça, pour identifier les protéines responsables de la maladie d'Alzheimer. Alors voilà, là c'est typiquement la région que je viens de couper, donc qui était un hippocampe, qui est marqué avec un anticorps pour voir la protéine A-bêta, le peptide A-bêta, qui s'accumule dans la maladie d'Alzheimer, dans cette région, qui commence donc dans l'hippocampe pour... Donc c'est ce qui est marron alors? Voilà, tout à fait. Ce qui est marron, ce sont les plaques amyloïdes qui n'existent pas chez les patients qui sont sains, qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Donc ces recherches conduisent à identifier les protéines impliquées dans ces différentes maladies qui sont financées par les associations, et là pour la maladie d'Alzheimer par la Fondation Vaincre Alzheimer. C'est vraiment intéressant. Donc du coup, Sabrina, quand vous préparez les échantillons, évidemment, vous les validez avant de les envoyer aux chercheurs, et donc vous faites, vous regardez au microscope pour voir si vraiment tout est correct. Si le tissu est correct, et par contre, ces immunomarquages sont faits par les médecins qui réalisent les diagnostics pour bien établir le diagnostic post-mortem, qui peut ne pas être le même que celui qui a été donné avant le décès. Donc pour vraiment découvrir toutes les grandes avancées sur la maladie d'Alzheimer et les maladies associées grâce au don de cerveau humain post-mortem, vous pouvez aller sur notre page, notre nouveau site qui est lancé aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, c'est don de cerveau. Alors don-du 6, comme on dit, tiret du milieu, don-2-cerveau.vaincrealzheimer.org. Vous allez retrouver vraiment toutes les informations qui ont été expliquées aujourd'hui par Sabrina et Marie-Claire, qui peut donner, comment ça se passe, les grandes avancées grâce au don de cerveau. Et vous pouvez également découvrir 3 projets de recherche que la Fondation Vaincre Alzheimer finance et qui sont réalisables grâce au don de cerveau de l'association NeuroSeb. On a le professeur Duckers qui a travaillé sur les lipides, qui a réussi à analyser la quantité de cholestérol dans les plaques amyloïdes que vous avez vues à l'ordinateur. Et on a également le professeur Dr Pierre Lafaille qui lui travaille sur des anticorps très spéciaux. Ce sont des anticorps de lama, qui sont des anticorps beaucoup plus petits que les anticorps humains ou même des anticorps d'autres espèces, et qui donc sont qui passent beaucoup plus facilement la barrière hémato-encéphalique, qui est la barrière qui sépare le cerveau du sang. Et donc son but, c'est d'arriver à trouver des nouveaux outils de diagnostic utilisables peut-être en IRM pour se fixer très facilement, beaucoup plus facilement aux plaques amyloïdes et aux dégénérescences neurofibrillaires, les 2 lésions de la maladie d'Alzheimer. On a également le projet de recherche du docteur Lebert, Isabelle Lebert, qui travaille sur une des maladies associées, qui est la DFT, la démence frontotemporale, et qui, elle aussi, essaye de trouver des nouveaux biomarqueurs pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, essayer de les différencier, diagnostiquer les DFT et essayer justement de les différencier des autres maladies. Et elle utilise donc des liquides biologiques comme le sang, mais également du cerveau de malades atteints de DFT. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement important de vraiment cet acte de don de cerveau pour la recherche. Oui, comme tu disais, en fait, il sert aussi à améliorer le diagnostic. On
on l'a dit de façon transparente un petit peu tout le temps, mais le diagnostic donc, qui est émis du vivant de la personne est souvent un diagnostic présumé. Parce qu'actuellement les méthodes de diagnostic, même si les méthodes d'imagerie actuelles ont fait des progrès énormes, on parle de PET scan, de choses comme ça, qui ont vraiment amélioré les diagnostics, néanmoins on n'est jamais complètement assuré qu'il s'agit bien d'une maladie d'Alzheimer ou d'une démence apparentée, la seule façon d'être assuré du diagnostic, c'est de regarder après le décès, voilà, de regarder le cerveau après le décès. Et à l'inverse, donc on va confronter l'histoire de la maladie du patient avec ce qu'on voit au microscope après le décès, et c'est grâce à ça aussi qu'en retournant vers le neurologue, on disait voilà, finalement ce que vous aviez diagnostiqué comme une maladie d'Alzheimer, alors finalement c'était une DFT par exemple, hein, un exemple complètement au hasard, et bien peut-être que il y a des choses à améliorer sur votre diagnostic. Peut-être que ces petits événements-là de l'histoire de la maladie montrent que c'était ça qui aurait pu montrer que c'était pas un Alzheimer. Donc ça permet en retour d'aider les neurologues à préciser les diagnostics. Ah oui, il y a une vraie validation du diagnostic et du coup on arrive à avoir une meilleure synergie aussi entre les médecins et la recherche. C'est vraiment des allers-retours constants entre les deux disciplines. On est vraiment à l'interface de la médecine clinique et des patients et de la recherche. On peut une transversalité, une translationnalité des disciplines qui permet à la fois d'améliorer le diagnostic, d'améliorer la connaissance, les traitements, etc. Donc on est vraiment à toutes les étapes. C'est vraiment très intéressant. Alors on va sortir... on parlait pendant des heures. Et là, il faut enlever les blouses, bien sûr. Oui. Hein. Ça, c'est important. Donc, on va retourner dans le sas. Voilà. Remettre les blouses. Oh, c'est gentil. Donc, vous le voyez, on a vraiment vu l'ensemble du neurocève. Qui est donc situé à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris. On va donc ressortir. On va ressortir par là. Et donc on a découvert les bureaux, le laboratoire pour les chercheurs, la salle où sont stockés tous ces précieux échantillons. Et voilà, et on a fait le tour donc du neurocève, qui est vraiment donc une association très importante soutenue par différents membres fondateurs qui sont eux-mêmes des associations et des fondations spécialisées dans différentes maladies neuropathologiques. Nous, la Fondation Vaincre Alzheimer, soutenons le don de cerveau sur la maladie d'Alzheimer et les maladies associées. Et donc c'est extrêmement important, vous l'avez vu, un don de cerveau c'est un acte généreux, mais il faut aussi soutenir les actions de la Fondation évidemment pour arriver à que ce don soit utilisable et précieux jusqu'au bout pour la recherche, le transport du corps, le prélèvement, le stockage des échantillons, tout ça évidemment a un coût. Et donc, évidemment, c'est très important de soutenir la Fondation Vaincre Alzheimer. Merci Marie-Claire, merci Sabrina. Merci à vous pour votre soutien. Voilà. Et vous pouvez redécouvrir donc, toutes ces informations sur notre site dédié qui est lancé aujourd'hui. Je le répète, dondecerveau.vaincrealzheimer.org. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes les informations. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube, bien sûr, si vous le souhaitez. Et surtout, je vous le rappelle, soutenez la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer et les maladies associées. Ça, c'est extrêmement important. La Fondation, vraiment, est une des seules structures à financer la recherche médicale dans sa globalité, c'est-à-dire la recherche médicale, c'est la recherche fondamentale, c'est-à-dire identifier les causes de la maladie. C'est la recherche préclinique pour essayer de découvrir des cibles thérapeutiques sur des modèles expérimentaux, et également la recherche clinique où on passe de l'animal à l'homme. Donc la Fondation couvre toute la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer, et surtout sa spécificité, c'est évidemment son conseil scientifique international bénévole qui travaille pour nous tout au long de l'année. On ne les remercie jamais assez, ces experts, et cela permet évidemment de financer
les projets de recherche les plus ambitieux et les plus innovants, puisqu'on a une vision mondiale de la recherche. Ce n'est pas les Français qui évaluent les Français. On est là dans une autre dimension vraiment de l'évaluation de la recherche d'excellence. Donc encore merci à vous. Merci aux donneurs. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.